Le monde diplomatique, nous en prenons conscience, est devenu aujourd'hui bien autre chose qu'un journal. Si j'osais risquer une référence à un auteur un peu discrédité, je veux dire le Lénine de Que faire, je dirais qu'il est devenu un organisateur collectif. Mais il l'est devenu dans des conditions nouvelles qui ne sont plus celles de l'organisation de classe ou de la forme parti, mais celles d'un réseau d'initiatives citoyennes aux multiples porteurs, aux multiples enracinements, aux multiples langues, aux multiples tensions créatrices qui appellent en permanence le débat et la critique, et par conséquent, j'y reviendrai en conclusion, dans un style qui n'est pas tant celui de l'éducation et de la propagande que celui de l'échange et de l'information réciproque. Le monde diplomatique est plus qu'un journal, mais il est d'abord un journal et c'est ce qui fait son originalité. Journal assez peu diplomatique en vérité, sauf à donner à ce terme une signification très étendue et refondue, en quelque sorte l'équivalent d'une charte des mouvements d'émancipation en permanente élaboration. Vous savez qu'étymologiquement la diplomatique est la science des chartes. Mais journal incontestablement mondial, non seulement par le nombre de ses éditions, mais par la perspective qu'il adopte et dont il a été l'un des promoteurs, celle d'une mondialisation dont les acteurs soient les citoyens du monde, donc d'une autre mondialisation ou, si l'on tient à ce jargon, d'une altermondialisation. De ce point de vue, même s'il m'est arrivé d'émettre des critiques, lesquelles reflètent, vous le comprenez bien, l'intensité de mes attentes, je me plais à saluer devant vous une réalisation et une réussite uniques. Mondialisation, dis-je, autrement conçue et en ce sens résistant au cours des choses, mais en s'appuyant sur les tendances mêmes de ce monde, le seul réel, et par conséquent tendu à libérer les puissances et les virtualités qu'il contient en leur donnant une forme politique au sens fort du terme, celui de la participation à la chose publique, celui du droit au droit pour les individus et pour les cultures, lequel a pour première condition la reconnaissance de ce que notre ami Jacques Rancière a appelé la part des sans parts et que notre tradition politique appelle tout simplement la démocratie, à condition que celle-ci soit substantielle, aussi bien que formelle, et qu'elle ne s'arrête pas aux frontières de plus en plus artificielles, de plus en plus répressives d'une citoyenneté purement nationale, qu'elle soit du sang ou du sol, qui exclut l'étranger parmi nous et sert fondamentalement à le discriminer et à l'exploiter. Ne parlons même pas, tant cela va sans dire, mais c'est le lieu, nous le savons, de l'affrontement le plus violent entre l'ancien et le nouveau, de la prétention à introduire la démocratie dans le monde à la pointe des missiles et des chars d'assaut de la part de ceux qui ne sont même pas capables de l'établir complètement chez eux. Cette idée, cette pratique d'une mondialisation qui soit en même temps une démocratisation réelle, je voudrais pour ma part la relier étroitement à la question de savoir ce que sont devenus les vieux idéaux du cosmopolitisme et de l'internationalisme. Nous les avons vus d'une certaine façon s'écrouler au cours du terrible XXe siècle, que ce soit sous la forme juridique d'une organisation de la sécurité collective rapidement dépossédée par les empires du pouvoir d'arbitrage et d'intervention que lui attribuait la Charte des Nations Unies, ou sous la forme d'une organisation révolutionnaire des peuples rapidement confisquée et pervertie par le socialisme réel qui en avait fait l'instrument d'un nouveau nationalisme. Nous avons donc vécu la fin des utopies. Mais voilà que nous vivons aussi la réalité des résistances à l'impérialisme du capital financier, des mouvements de défense de l'environnement qui sont en vérité des mouvements pour sauver la planète et pour inventer de nouvelles formes d'économie,
des communications libres sur Internet, des solidarités avec les victimes de l'ethnocide, si insuffisantes qu'elles soient encore. Nous vivons l'exigence quotidienne de ce que Jacques Derrida appelle le nouvel internationalisme, dans lequel flottent les spectres de Marx et de quelques autres, Thomas Paine, Bolivar, Du Bois, Gandhi, etc. Cette exigence est indissociablement celle d'une convergence des mouvements de lutte sociale et celle d'une traduction entre les cultures, celle de l'invention et de la construction d'un universalisme de notre temps, à la fois extensif, valable pour le monde entier, libéré de l'européocentrisme et du monothéisme, et intensif, approfondissant le sens et les modalités de l'égale liberté sans éluder ses difficultés et ses conflits. Je vois ce nouvel internationalisme à l'œuvre dans la revendication de plus en plus explicite et largement partagée d'une autre politique économique, également distante du libéralisme sauvage, qui est l'autre nom de la surexploitation des hommes et de la nature, et de la planification étatique centralisée qui se paye du sous-développement et de la tyrannie. Non moins décisive est la confrontation entre une exploitation de la rencontre des cultures, des religions, des modes de vie en termes de choc des civilisations et un cosmopolitisme du voyage, de la traduction, de la diaspora, du mélange et de l'interférence des cultures. Je le vois par conséquent, ce nouvel internationalisme, dans la lutte pour une citoyenneté transnationale, appuyée sur des institutions internationales à l'autorité restaurée, mais aussi sur des mouvements de masse comme ceux que nous avons vus ici en Europe et ailleurs, en Amérique, en Asie, au moment du déclenchement de la guerre d'Irak, et sur la pression quotidienne des citoyens de chaque pays, de façon à faire reculer la combinaison antipolitique par excellence des interventions militaires et des ingérences humanitaires, à briser la spirale des terrorismes et des contre-terrorismes. Je ne cesse pas de penser pour ma part que dans cette grande lutte, l'Europe en tant que telle a un rôle fondamental à jouer et qu'elle peut y trouver le ciment de son unité. Je crois que nous devons résister de toutes les façons possibles au risque d'instituer en face des manichéismes de l'Empire, des manichéismes de la résistance, dans lesquels la dénonciation justifiée des méfaits du marché libre et de l'américanisation comme poker du mal recouvrirait l'analyse concrète des problèmes concrets et des pratiques contradictoires. Je me permets de dire cela parce que j'ai bien connu ce danger dans ma jeunesse militante et que je ne veux pas y retourner dans ma vieillesse engagée. J'adresse cette demande au monde diplomatique en raison du rôle qu'il joue désormais, dont cette rencontre témoigne avec éclat, et parce qu'il est mieux placé que d'autres pour y échapper. Je ne sais pas si noblesse oblige, comme on dit, mais je crois que réussite et succès obligent, et c'est la noblesse.